Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous le matin. Parlons vrai chez Bourdin pendant 2 heures avec l'actualité, évidemment, les dernières infos, les réactions, les témoignages, vos témoignages. 0826 300 300. De quoi allons-nous parler? Le coût de la vie, tiens, le coût de la vie. Toujours la première préoccupation des Français. Les vols à l'étalage se multiplient. Vous allez écouter le témoignage dans un instant. Comment mieux répartir la richesse en France? Le député Renaissance Louis Marguerite a été chargé par le gouvernement de rédiger une proposition de loi pour mieux partager la valeur. Il sera en direct avec nous. C'est une info exclusive de Sud Radio. La procédure de dissolution du mouvement Soulèvement de la Terre est engagée. Les activistes de ce mouvement écologiste étaient très présents à Sainte-Soline. Le blocage de centrales à béton, occupation de terre, la destruction de pipelines de pétrole brut. Ces militants de Soulèvement de la Terre prônent le sabotage. Tout savoir avec mon confrère Erwan Seznec qui a enquêté. Il sera avec nous tout à l'heure. La réforme des retraites, est-ce la pause qui s'impose, pour reprendre le titre de notre confrère Le Point? Elisabeth Borne propose de recevoir les syndicats la semaine prochaine. 11h, 12h, débat. Emmanuel Macron doit-il céder? Quelle porte de sortie les syndicats doivent-ils négocier? Vous avez votre avis sur la question. 0826 300 300. Et puis, à 12h05, je recevrai mon confrère Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation spécialisé police, justice, renseignement et banditisme. Il publie chez Plomb Jackie le Mat, l'histoire du dernier parrain des parrains. Livre écrit avec Christine Imbert, la veuve de Jackie le Mat, Jackie Imbert, les liens de Jackie Imbert avec le showbiz, les politiques, ça sera passionnant, je vous le dis. 12h05, notre invité donc, Frédéric Ploquin. Il est 10h31. Dans quel monde vit-on, comme tous les jours, avec vous, Félix Mathieu? Félix, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. C'est une tendance forte avec la flambée des prix, le coût de la vie. Les commerçants sont de plus en plus vigilants face au risque de vol de nourriture. Oui, les vols à l'étalage ont progressé de 14,7% l'année dernière par rapport à 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur. Coïncidence, c'est une augmentation similaire à celle des prix de l'alimentaire, plus 14,8% en février. On antivole la viande, le poisson emballé, et ça, eh bien, c'est nouveau. On ne le faisait pas il y a 2-3 ans, expliquait récemment le président de la société Les Mousquetaires, qui chapeaute notamment les intermarchés. Même constat chez une responsable d'un centre Leclerc du Nord, qui confie auprès de l'agence France Presse n'avoir jamais vu autant de vols sur l'alimentaire. Les profils récurrents, des personnes âgées ou des étudiants. Dans son Leclerc, il a été envisagé de mettre les steaks hachés sous boîte, comme pour le caviar, mais c'est beaucoup trop cher, explique cette responsable. Le magasin s'est donc rabattu sur des étiquettes anti-vol compatibles avec l'alimentaire. Le magasin va aussi faire poser une intelligence artificielle sur les caméras de certains rayons. Intelligence artificielle pour alerter sur les gestes suspects des clients. Hausse des vols sur fond de précarité alimentaire, de difficulté à manger à sa faim. Plus d'un tiers des personnes accueillies dans les structures d'aide alimentaire s'y rendent depuis moins de 6 mois, selon une étude CSA. Au total, 2 400 000 personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire à la fin de l'année dernière, soit 3 fois plus de personnes qu'il y a 10 ans. Vous bénéficiez de l'aide alimentaire. Vous n'avez pas hésité à voler parce que vous aviez faim, parce qu'il fallait nourrir la famille. N'hésitez pas, j'attends vos témoignages. 0826 300 300. Et nous avons le témoignage de Bouchra Boulaïd, qui est responsable d'un carrefour contact de l'île. Bouchra Boulaïd, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes quotidiennement témoin de vol de nourriture. Oui, tous les jours. Là, dernièrement, c'est de pire en pire qu'avant. On a au moyen 10 à 20 vols par jour. Il n'y a plus de profil type. Ça veut dire tout le monde est vol. C'est les personnes âgées, les étudiants, les clients de tous les jours. On n'a plus de profil type. Notre taux de démarque a augmenté depuis janvier 2023 à 1,7%, sachant qu'en 2022-2021, on a été à 0,32%. Le vol il est plus comme avant, en fait, le vol simple à l'étalage, mais c'est devenu des vols aggravés, des agressions. On n'arrête pas, on fait que ça. On fait plus le commerce, mais on fait vraiment la chasse au vol. C'est la chasse et au aux vol, voleurs. mais
tout le monde. Là maintenant, on n'a plus, par exemple, on regarde la personne, les SDF qui rentrent, ou quelqu'un qui est mal habillé ou d'origine qui va voler, qu'on va dire, on va faire attention à la personne qui rentre. Non, on doit faire attention à monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Oui, Qui vole quoi? Un peu de tout. Dernièrement, c'est plutôt l'alimentaire. L'alimentaire. Oui. Avant, il n'y avait pas des vols de viande, de surgelés, les boîtes de surgelés qui se vident dans les stacks, les cuves de vin qui se retirent et qui se déposent directement dans les sacs à main. C'est un peu de tout. Les viennoiseries, le sturge, un peu de tout. Un peu de tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, un jeune, une personne âgée, enfin, il est bien difficile de distinguer qui va voler, qui va voler. Comment faites-vous pour lutter contre ces vols ? On a mis quelqu'un directement devant les caméras et on a utilisé les logiciels de détecteurs intelligence. Ça veut dire tous les mouvements suspects sont déclarés. Mais sauf qu'avant, on reçoit un message, par exemple, toute la matinée. Maintenant, on reçoit des vingtaines par heure. Ça veut dire qu'on doit faire que ça. La personne doit juste garder son téléphone à la main et de regarder et de faire l'aller-retour. Vous en êtes à 20 vols à l'heure ? Non, c'est les mouvements. Les détecteurs de mouvements, ils détectent plusieurs. Par exemple, quelqu'un qui met dans le sac à dos, après, on ne peut pas savoir si à la fin, il va le sortir ou pas. Dans la poussette, on ne sait pas s'il va le sortir ou pas. Mais avant, ça n'était pas comme ça. Ça a été, même si on reçoit, ça veut dire dans le sac à dos, ça peut que la personne, elle va le sortir automatiquement. On ne se concentre pas sur ça. Je comprends. Et vous regardez attentivement le comportement de chaque client. De chaque client. Et c'est dommage d'arriver là. C'est vraiment dommage d'arriver là. Ça veut dire le client, on lui dit bonjour à l'entrée, mais on doit surveiller ce client-là parce que ça peut que... Et vous constatez, vous prenez combien, la main dans le sac, pardonnez-moi l'expression, mais combien de voleuses ou de voleurs à l'heure ou dans la journée ? Alors, je donne l'exemple de ce dimanche matin. On a travaillé de 9h à 13h, on a arrêté 4 vols. 4 vols de 9h à 13h. 9h à 13h, ça change, sachant qu'il y a le changement d'heure et les gens, il n'y avait pas autant de monde au magasin. Et qu'est-ce qui était volé ce dimanche matin ? Ce dimanche matin, ça a été des piles, des briquets, des sandwichs et de la viande. Des piles, des briquets, des sandwichs et de la viande. Et de la viande. Et ensuite, que faites-vous ? Une fois que vous avez arrêté le voleur, enfin, que vous avez confondu le voleur ou la voleuse, que faites-vous ? C'est dommage parce que dernièrement, les Français ils sont vraiment nombreux. Avant, ça a été des étrangers aussi, on ne peut pas cacher, mais là, c'est nombreux des gens qui dérobent des produits, mais ils assument. Ils assument leurs actes. Oui, j'ai volé. Vous voulez appeler la police ? Appelez la police. Vous savez, je sais que vous n'avez pas le droit de me fouiller, vous n'avez pas le droit de regarder dans mon sac à main et vous n'avez pas le droit de me garder dans le magasin. Appelez la police. Et que faites-vous, Bouchra Boulaïd ? Que faites-vous, vous, responsable du magasin ? Tout ce qu'on fait, c'est on bloque la personne dans le magasin autant qu'il ne dépose pas les produits volés. On l'oblige même pas de payer parce qu'avant, ça a été obligé de payer. Maintenant, on ne peut pas obliger les gens de payer. Le principe qu'ils déposent les articles et qu'ils quittent le magasin. La police, on ne compte pas sur eux. Oui, vous n'avez pas appelé la police pour un vol à l'étalage, parce que la police même ne viendra peut-être pas, elle est occupée autre chose. Je vous donne juste l'exemple, ça fait même pas 2 mois, le soir, il y a 2 personnes qui sont rentrées dans le magasin, elles ont volé, mais aggravé, ça veut dire... On a bien vu qu'ils ont volé, mais ils veulent sortir avec la marchandise. On les a arrêtés. On a appelé la police en même temps. Ils ne sont pas venus 1 heure, 2 heures après, ils n'ont pas venu. Mais sauf que les agresseurs, ils ont déboîté l'épaule à un salarié. Et là, il est en déchirure musculaire depuis 2 mois en arrêt maladie, accident de travail, bien sûr. Et toujours rien. On a porté plainte, moi, au nom de magasin, le salarié, on a fait des témoignages, on n'a toujours rien. Sachant que la police, ils n'ont même pas arrivé. La personne qui a été blessée, elle est partie seule à l'hôpital et après, elle est partie au commissariat pour porter plainte. Ceux et celles qui volent et que vous arrêtez à la caisse, que vous disent-ils ? La question toujours, mais pourquoi vous faites ça ? On n'a pas les moyens. Le gouvernement, il augmente le prix. Non, on s'en sort pas. On est dans la merde. Et c'est pour ça qu'on vole. C'est la réponse à 90%. Certains vous disent qu'ils volent pour la première fois ? Non, jamais. Non. Jamais. Non, jamais.
On le voit de toute façon, les personnes qui volent pour la première fois, dès qu'on dit, on leur dit on va appeler la police, ils paniquent et tout. Non, s'il vous plaît, c'est bon, c'est la dernière fois. Mais les gens qui sont à l'aise dedans, c'est les gens qui volent. C'est leur travail. Et il y a même des vous en connaissez qui volent. Vous en connaissez. Vous en connaissez qui volent régulièrement, que vous retrouvez. Oui, et que les gens ils passent commande. Ça c'est pire. Il y a des voleurs. Oui. Il y a des voleurs qui travaillent pour des gens qui leur passent commande. Ouais. Oui, ils font me voler de vodka, ils font me voler de la viande charal, ils font me voler de shampoing, machin et tout. Oui. Oui. Oui, il faut passer commande avec eux, c'est moins cher que le magasin et ils sortent tout dans le magasin. Ben oui. Évidemment. Oui, ça devient, évidemment, pour vous, responsable de magasin, ça devient très difficile. Oui, si ça continue comme ça, c'est sûr qu'on va mettre la clé à la porte. Parce que quand on voit que les démarques, elles ont augmenté depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui à 1,7% au lieu de 0,32%, avec les augmentations, d'autres augmentations de l'énergie et tout, on ne va pas s'en sortir. Bien sûr. On ne va pas s'en sortir. Merci pour votre témoignage, Bouchra Boulaïd. Merci à vous, merci beaucoup. Vraiment, merci. Il est 10h40, 11h moins 20, ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à prendre la parole, vous avez volé vous-même, vous êtes responsable de magasin comme Bouchra Boulaïd. N'hésitez pas à réagir. Allez, nous sommes en ligne avec Louis Marguerite. Louis Marguerite est député Renaissance. Louis Marguerite, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez entendu ce témoignage, Louis-Marguerite ? J'ai entendu ce témoignage, évidemment, c'est un comportement évidemment inquiétant et évidemment qu'on observe aussi. Moi, j'ai pu avoir quelques témoignages aussi dans ma propre circonscription en Saône-et-Loire. Donc, évidemment, il y a plusieurs difficultés. D'abord, les services de police et de gendarmerie qui font un travail formidable. Par ailleurs, sont très sollicités. Et, évidemment, ne peuvent pas intervenir sur tous ces actes. Et puis, évidemment, ça pose une question. Bon, il y a évidemment des tas de services, les CCAS. Il y a plein de services auxquels les personnes qui sont en difficulté peuvent s'adresser. Je ne dis pas que ça suffit, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut suivre avec attention. Louis Marguerite, il y a les voleurs traditionnels qui, eux, quel que soit le coût de la vie, volent. Et puis, il y a toutes ces personnes qui volent parce que le coût de la vie devient insupportable. Pour beaucoup, aujourd'hui, vous le savez, Louis Marguerite. Alors, vous avez rédigé sur incitation, si j'ai bien compris, du gouvernement et peut-être du président de la République, une proposition de loi pour mieux répartir la richesse en France. Elle est en préparation. C'est cela, Louis Marguerite ? Absolument. En fait, ça vient d'un principe qui est assez simple, qui existe déjà en France. C'est le sujet de partager la valeur. C'est quoi ? Grosso modo, en deux mots, c'est de se dire que des entreprises, quelle que soit leur taille, qui vont bien, qui vont très bien, qui vont mieux, peuvent un peu plus partager les résultats de l'entreprise. Donc là, on ne se parle pas d'augmentation de salaire direct qui pèse sur les coûts personnels, mais on se parle bien du résultat. En fait, ce sont des dispositifs qui existent déjà, la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur que nous avons mis en place à l'été dernier lors de la loi de pouvoir d'achat. Et là, on a eu quelque chose de très positif qui est que les organisations patronales d'une part et les organisations syndicales se sont mises autour de la table ces dernières semaines et ces derniers mois à l'invitation du gouvernement et elles ont abouti à un accord national interprofessionnel qui va permettre d'augmenter en fait le nombre de salariés du secteur privé qui pourront avoir accès à ces dispositifs, en particulier sur les entreprises de 11 à 50 salariés, mais aussi en cas de bénéfices particuliers, exceptionnels, etc. Et donc l'objectif que nous nous sommes fixés avec toute la majorité, c'est de pouvoir travailler avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales pour bien traduire dans la loi l'esprit, la lettre de ce sur quoi ils ont mis d'accord et ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Et c'est très important parce que ça montre que le dialogue social n'a pas été rompu et donc c'est à nous, parlementaires, et avec le gouvernement de transcrire très fidèlement l'ensemble des mesures. Vous allez déposer, vous l'avez déposé votre proposition de loi ? Non, en fait c'est un travail qu'on commence, qu'on a déjà un peu commencé ces dernières semaines et donc le texte n'est pas encore échangé, mais en tout cas on a commencé une série d'auditions avec les différentes parties. C'est pour quand ? C'est au cours des prochaines semaines. On veut aller le plus vite possible, mais en tout cas, on se donne quelques semaines. Donc, meilleur partage de la valeur dans les entreprises. Ça veut dire que toutes les entreprises seront concernées, même les plus petites, même les PME ?
Alors oui, c'est en tout cas plus d'entreprises, peut-être pas toutes, parce qu'il y a des entreprises qui, bon, d'abord il y a des entreprises qui ne font pas de bénéfices, pour qui c'est plus dur, hein, ça dépend des secteurs, ça dépend de la taille, de sa positionnement concurrentiel, mais en tout cas plus d'entreprises c'est certain. On estime les entreprises entre 11 et 50 salariés à peu près à une entreprise sur deux de cette taille-là qui cocheront le critère, enfin qui rempliront les critères que l'accord s'est fixé. Quels sont les critères ? Quels sont les critères en gros ? Eh bien, par exemple, pour les entreprises de 11 à 50 salariés, le critère qui a été défini dans cet accord, hein, c'est pas nous qui l'avons dessiné, c'est un accord vraiment transpartisan, eh bien c'est que l'entreprise doit avoir fait 3 années de suite un bénéfice supérieur ou égal à 1% rapporté au chiffre d'affaires, et donc on estime que c'est à peu près une entreprise sur deux de cette taille-là, de ce segment-là. Et puis par ailleurs, même si ces entreprises ne cochent pas ces critères, elles pourront toujours, et c'est ce que nous allons regarder, utiliser les outils qui existent, l'intéressement, la participation ou la prime de partage de la valeur. Alors prenons un exemple pour terminer, l'exemple d'une entreprise qui effectivement remplit ces critères. Que devra-t-elle faire avec ses salariés ? Eh bien, ce sera à la main du chef d'entreprise de choisir un des 3 dispositifs. Il aura désormais l'obligation de le faire, de choisir un des 3 dispositifs. En général, quand les entreprises sont petites, de petite taille, parce que le chef d'entreprise, en général, il fait beaucoup de choses lui-même, eh bien, je pense qu'il devrait pouvoir choisir plutôt la prime de partage de la valeur. Si elle a une certaine taille ou qu'elle a la capacité à le faire, eh bien, elle pourra choisir un accord d'intéressement qui aussi accord d'intéressement qui est utile parce ce n'est pas uniquement que sur critères financiers. Ça peut être des critères d'environnementaux, d'atteinte d'un certain nombre d'objectifs non financiers. Donc, obligation pour l'entreprise qui fait des bénéfices pendant 3 ans de mettre en place un intéressement ou une participation ou de verser une prime de partage de la valeur. Absolument. C'est ça. Absolument. Ça sera une obligation pour ces entreprises. Ce sera une obligation pour le chef d'entreprise et donc c'est ce que nous allons très concrètement transcrire dans la loi. Bien. Merci beaucoup, Louis Marguerite. Merci d'avoir été avec nous. 10h46, c'est passionnant. Attention, c'est important. Hein, c'est un partage de valeur. Toutes les entreprises qui font des bénéfices seront dans l'obligation, 3 années de suite, hein, mais seront dans l'obligation, les entreprises de 11 à 50 salariés. Hein, c'est une masse d'entreprises, 11 à 50 salariés, obligation de mettre en place soit un intéressement, soit une participation, soit de verser une prime de partage de la valeur aux salariés. Il est 10h46, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Allez, dans un instant, je change de sujet. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce mouvement engagé qui s'appelle Soulèvement de la Terre. La procédure de dissolution du mouvement a été annoncée par le ministre de l'Intérieur. Vous saurez tout dans 2 minutes, 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h moins 10. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. Nous allons en savoir un petit peu plus sur le mouvement écologiste Soulèvement de la Terre, écologiste des activistes, parce que c'est un mouvement très actif. Les activistes de ce mouvement écologiste étaient très très présents à Sainte-Soline, très présents et très actifs à Sainte-Soline. Et pour en savoir plus, j'appelle Erwan Seznec, qui est journaliste au Point. Erwan Seznec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé, vous avez enquêté sur ce mouvement. Alors, le ministère de l'Intérieur a engagé la procédure de dissolution du mouvement. C'est clair, c'est un mouvement qui prône des actions violentes. Sabotage, je ne sais pas moi, blocage de centrales à béton, occupation de terres, destruction de pipelines de pétrole brut. C'est bien cela. Il n'y a aucun doute, ils sont très clairs, ils l'écrivent, ils ne respectent pas la propriété privée parce qu'ils sont contre. Donc à partir de ce moment-là, ils acceptent qu'on puisse s'attaquer à les propriétés privées et les détruire. Il n'y a absolument aucun doute. Alors, Gérald Darmanin explique, violence répétée, attaque contre les forces de l'ordre, appel à l'insurrection, c'est la raison pour laquelle nous engageons une procédure de dissolution. Ce mouvement a été créé en quelle année ? C'est très difficile à dire, mais il date très clairement de la période Notre-Dame-des-Landes et de la lutte contre l'aéroport. Donc on peut dire qu'il a une petite dizaine d'années. L'association Les Soulèvements de la Terre est plus récente, mais elle est basée à Notre-Dame-des-Landes et elle est vraiment dans le prolongement de la lutte anti-aéroport. Oui, anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Elle s'inspire d'un homme qui s'appelle Andreas Malm. J'ai lu votre article dans Le Point. Un homme qui s'appelle Andreas Malm, qui est le maître à penser des écolos ultras. C'est cela ? Tout à fait. C'est un universitaire suédois qui tient des propos qui nous ramènent dans les années 70, pour ne pas dire les années 30. C'est-à-dire la violence est légitime
pour lutter contre les capitalistes et contre les bourgeois propriétaires. Donc il faut pratiquer une forme de léninisme écologique, c'est l'expression qu'il emploie. Léninisme écologique. Ouais. Oui, c'est ça, le léninisme écologique, ce qui est assez fou. Mais derrière, très clairement, il prône l'action directe et la destruction d'équipements qu'il juge néfastes, comme des pipelines ou des retenues d'eau en l'occurrence. Et Andreas Malm est maître de conférence en géographie humaine en Suède. Il était à Paris lundi soir, je crois. Il tenait une conférence. Oui, il tenait une conférence organisée par un éditeur parisien qui venait en clôture des manifestations de Sainte-Soline. Mais c'est pas injure à M. Malm de dire qu'il ne connaît strictement rien au contexte local. Il ne parle pas français, il n'est pas allé sur le terrain, il n'a pas étudié les questions d'irrigation dans le marais Poitevin. C'est surréaliste. Ce monsieur arrive d'un autre pays pour nous dire ce qu'on doit faire en France et pour dire que nos agriculteurs doivent détruire les retenues d'eau. Oui, Andreas Malm, finalement, il s'en moque parce que lui, c'est un théoricien de la défense du climat. Il prône les vertus du sabotage, si j'ai bien compris, et définit les limites du pacifisme. Exactement. On doit se fier à lui pour considérer ce qui est respectable et ce qui n'est pas respectable. Dans un endroit, le marais Poitevin, qui est quand même irrigué depuis le Xe siècle. Oui. Là, on touche plus le sol, on est en apesanteur. Ce sont des propos totalement déconnectés de la réalité, mais qui se traduisent par une réalité très concrète, des gens qui jettent des boules de pétanque sur des gendarmes dont le seul tort est de défendre un équipement légal. Une retenue d'eau qui a eu un permis de construire. Mais ce n'est pas le souci d'Andreas Malm, le marais Poitevin. Son souci, c'est une lutte plus radicale, si j'ai bien compris. Hein. Il dit les grandes manifestations pour défendre le climat ne servent pas à grand-chose. Il faut maintenant passer à l'étape suivante. Tout à fait, mais qu'est-ce que c'est l'étape suivante? Est-ce que Malm est venu à Paris en vélo? Moi, je pense qu'il est venu en avion, comme tout le monde. On est en face de théoriciens de la Révolution qui, en pratique, savourent tous les fruits du confort capitaliste au quotidien. Hein. Une fois que les manifestations sont terminées, ils rentrent chez eux, et un chez eux plutôt confortable. Est-ce que vous l'avez rencontré, cet Andreas Malm? Non, je l'ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse. Mais je serais tout à fait ravi de discuter avec lui. De discuter avec lui, c'est donc le théoricien. Est-ce que ce mouvement, soulèvement de la terre, rencontre un écho important aujourd'hui? Alors ça, c'est une excellente question et qui est vraiment d'actualité. Depuis 24 heures, on assiste quand même à une forme de marche arrière de certains partenaires des soulèvements de la terre. Greenpeace, France Nature Environnement, une partie de la Confédération paysanne qui commencent à se rendre compte qu'ils se sont laissés embarquer dans quelque chose qui risque fort de les dépasser. Mais le problème, c'est beaucoup de gens avaient tiré la sonnette d'alarme avant en leur disant « Attention, les méthodes des soulèvements de la terre sont très critiquables. Est-ce que vous mesurez bien ce que vous faites en leur apportant votre soutien ?» Est-ce que le combat, finalement, de soulèvement de la terre, c'est la défense de l'environnement ou c'est la mise à bas du capitalisme ? C'est la mise à bas du capitalisme, il n'y a aucun doute là-dessus. Très concrètement, à l'époque de Notre-Dame-des-Landes, il disait lutter contre l'agro-business au profit d'une agriculture paysanne, des gens faisant des circuits courts avec des petites exploitations familiales. Aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, ils s'attaquent à des petites exploitations familiales qui font du circuit court. Ils n'ont aucune cohérence, aucune. Et ils n'ont aucune connaissance technique des dossiers. Erwan Seznec, vous dites attention parce que la colère chez les agriculteurs est en train de monter? Oui, je pense que là aussi, les soulèvements de la terre n'ont pas mesuré quelque chose. À Notre-Dame-des-Landes, ils avaient en face d'eux la Direction générale de l'aviation civile et la préfecture. Là, ils ont en face d'eux le monde paysan. Et le monde paysan doit aussi admettre qu'il a un rapport à la violence particulièrement ambigu et qui peuvent être extrêmement dangereux, peut-être plus que les soulèvements de la terre. Donc où est-ce que ça va se terminer? Où est-ce que ça va se terminer? Erwan Seznec, merci. Journaliste au Point, à lire dans Le Point. Il est 10h56. Évidemment, à lire sur le site du Point. 10h56. Vous réagissez, vous êtes agriculteur, vous en avez assez des activistes du climat. Vous nous dites, vous êtes vous-même activiste du climat, vous dites, il faut aller plus loin maintenant parce qu'on n'est pas entendu. Eh bien, n'hésitez pas, on ouvre le débat 0826 300 300. 10h57, Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de la réforme des retraites, évidemment, mais nous allons, parce que ça évolue. Évidemment, la situation évolue. Ça fait quand même 2 mois que ça dure, donc la situation évolue. Il est 11h03, débat,
comme tous les jours, entre 11h et midi, sur l'antenne de Sud Radio. Alors, Elisabeth Borne a proposé aux syndicats de les recevoir en début de semaine prochaine pour parler des retraites, oui, mais pas pour parler, si j'ai bien compris, des 64 ans. Alors, on va essayer de comprendre ce qui va se passer. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on va essayer de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Je vais poser évidemment, comme toujours, des questions. Est-ce que Emmanuel Macron doit céder? Quelle porte de sortie? Les syndicats doivent-ils négocier? Enfin, toutes ces questions sont sur la table, en sachant que, pour l'instant, la réforme des retraites a été adoptée, qu'elle est sur le bureau du Conseil constitutionnel, qui va devoir se prononcer avant le 21 avril. Vous savez que le président de la République, parce que il faut préciser tous ces points qui sont essentiels, le président de la République est tenu de promulguer une loi après son adoption par le Parlement. Il a 15 jours. Alors, il a 15 jours, mais le Conseil constitutionnel doit passer par là. Le président de la République n'a pas de droit de veto sur les textes votés au Parlement. Il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi que jamais un président de la République n'a refusé de promulguer une loi. Alors, le président de la République peut renvoyer la loi devant le Parlement. Il y a une nouvelle délibération sur toute la loi ou certains de ses articles. C'est encore le Conseil constitutionnel qui va décider. Rappelons que la loi CPE, parce qu'il y a un exemple, c'est le seul exemple qui est pris ici ou là, a été promulguée, mais non appliquée. Elle a été corrigée ensuite. Voilà. Alors, Emmanuel Macron peut promulguer la loi et s'engager par une nouvelle loi à modifier l'entrée en vigueur de la loi, par exemple, et repousser l'entrée en vigueur de la loi du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024. C'est possible. Il y a donc aujourd'hui, sur le terrain purement constitutionnel, sur le terrain purement légal, de multiples chemins à suivre. Bon. Est-ce que les syndicats, est-ce que tous ceux qui sont opposés à cette loi vont suivre les mêmes chemins? Nous allons voir. Elisabeth Borne donc a proposé aux syndicats de les recevoir en début de semaine prochaine. Nous avons pour débattre aujourd'hui plusieurs invités et notamment Marina Ferrari qui est députée MoDem de Savoie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça m'intéresse beaucoup de vous parce que vous êtes spécialiste des questions financières mais aussi des questions sociales. Benjamin Amar qui est porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME d'Île-de-France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Elisabeth Borne va proposer aux syndicats de les recevoir en début de semaine prochaine. Est-ce qu'il faut mettre cette loi, ce projet de loi, sur pause? Marina Ferrari. C'est ce que demande le MoDem, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas tout à fait ce que demande le MoDem. En fait, que demande le MoDem? Alors, composante importante de la majorité, je le rappelle. Merci de le rappeler. Oui. Alors, ce que demande le MoDem, c'est très clair. Nous avons entendu la proposition de dialogue de Laurent Berger, qui a été donc d'hier matin, et nous avons souhaité rétablir le dialogue. La CFTC a fait la même proposition. Absolument. Je crois que c'est important de se remettre autour de la table pour discuter autour de ce texte. Ça faisait plusieurs mois maintenant qu'il n'y avait pas eu ce dialogue, donc c'était le souhait du MoDem que cette main tendue soit saisie. Moi, je me réjouis aujourd'hui que la Première ministre l'ait saisie en proposant à nouveau une rencontre à l'intersyndicale. Je crois que c'était important. Après, pour nous, l'idée, ça n'est pas de remettre en cause le texte. Moi, je l'ai défendu en commission des finances. Je ne vais pas me dédire aujourd'hui devant vous. C'est un texte qui est nécessaire pour l'équilibre de notre système de retraite. En revanche, il y a des dispositions dans le texte, notamment une clause de revoyure qui est un peu passée sous les radars, mais sur laquelle il me semble qu'il faudra qu'on travaille, notamment puisqu'à horizon 2027, vous savez, c'est l'horizon que nous avons fixé dans cette clause de revoyure. Si des paramètres ont évolué, alors on pourra rediscuter. Et je crois que c'est important aujourd'hui de reprendre le dialogue. C'est ce que nous avons voulu défendre et la Première ministre nous a entendu, j'en suis satisfaite. Oui, elle vous a entendu, mais enfin, que peut dire la Première ministre? Parce que... moi, je ne fais pas de politique fiction, je laisse la Première ministre responsable de ses propos. Alors, qu'aimeriez-vous qu'elle dise aujourd'hui aux syndicats? Moi, j'aimerais ceux qui iront. Moi, j'aimerais que le dialogue se reprenne avec la totalité de l'intersyndicale et monsieur le représentant de la CGT nous dira la position aujourd'hui de la CGT. Voilà, je crois qu'on a encore des choses à traiter autour de ce texte. On a la question de l'emploi des seniors qui est
extrêmement importantes, l'égalité salariale homme-femme, enfin la pénibilité, demain les carrières longues, puisqu'on a vu qu'il y avait des soucis sur les carrières longues. Tout cela, il y a des dispositifs qui sont dans le texte qui parfois peut-être ont été mal expliqués. Je prends ma part de responsabilité dans la présentation que nous avons pu faire de la réforme, mais je crois que nous avons des choses à discuter pour l'avenir qui sont très importantes. Bon, tout le monde voudrait sortir un peu de cette question de la réforme des retraites et de ce projet de loi. Alors, est-ce que Benjamin Hamar, la CGT, se rendra lundi à l'invitation de Elisabeth Borne, de la Première ministre? Alors, moi, je vais vous donner mon opinion sur ce qui vient d'être dit, mais pour ce qui est de la position de la CGT, on va être clair, la CGT, elle est en congrès en ce moment, à Clermont-Ferrand. Il n'y a donc plus de secrétaire général. Comment il est encore secrétaire général? Excusez-moi, monsieur Bourdin. Au moins, accordez-moi peut-être le fait de mieux connaître les statuts que vous. Sûr, et je vous le dis tranquillement. Depuis lundi, Philippe Martinez n'est plus secrétaire général. Et ce qui décide aujourd'hui, pendant cette semaine, c'est le congrès de la CGT. Ce sont les congressistes. Il y a eu d'ailleurs un débat hier dans la journée sur cela, qui a été exprimé assez clairement. C'est-à-dire qu'il y a eu des interventions pour refuser l'idée d'une trêve ou d'une médiation. Maintenant, on n'a pas encore, on va avoir, je suppose, un appel du Congrès qui dira ce qu'il en est. Moi, je ne veux pas anticiper sur ce qui sera effectif. Vous ne savez pas s'il y aura un représentant ou une représentante de la CGT lundi prochain ou mardi prochain? Alors, non, parce qu'on va avoir... On attendra d'avoir effectivement la position du Congrès. Il pourrait y avoir une délégation du Congrès, oui. Alors, on va voir... Moi, ce que je vous dis, c'est très simple. Regardez, je suis clair. On attend d'avoir la position du Congrès. Voilà. Maintenant, pour mon opinion, pour ce qui est de mon opinion, en attendant cette position, c'est que... alors moi, je salue quand même l'attitude. Je préfère, bien évidemment, l'attitude de madame qui propose effectivement qu'il y ait une discussion à l'attitude du gouvernement. Attendez, j'ai pas fini. Qu'il y ait une discussion à l'attitude du gouvernement qui, rappelons-le, parce que c'est intéressant pour vos auditeurs, ça fait 2 mois qu'on a un mouvement social explosif. Les dirigeants syndicaux n'ont pas eu un coup de téléphone du gouvernement depuis 2 mois. Il n'y a pas eu de rencontre. Je rappelle. Il y a eu quelques rencontres informelles. Oui, alors, mais c'est pas ça dont on parle. Je rappelle qu'il y a eu un courrier de l'intersyndicale pour demander à rencontrer Emmanuel Macron et on a reçu une fin de non-recevoir. Maintenant, sur ce que dit madame, il faut être précis quand même. Au-delà de ce que je viens de saluer. Madame Borne a bien expliqué, et c'est la petite musique de gouvernement, qu'il va y avoir une rencontre, mais qu'elle ne portera pas sur les 64 ans. Alors ça sert à quoi exactement? Quel est le but? Parce que, y compris la clause de revoyure, je vous le dis madame, si c'est pour qu'on nous dise en 2027, on fait un point, non, c'est maintenant qu'il y a une mobilisation. C'est maintenant. On est au chaud de la mobilisation. On va pas dire aux gens, vous savez quoi, dans 4 ans, on va voir, on fait le point, on regarde ce qu'il en est. Il y a une mobilisation historique qui n'est pas prête de s'arrêter. Et si rencontre il devait y avoir, ça n'est pas, me semble-t-il, je parle toujours en mon nom, puisque je vous ai dit ce qu'il en est sur la position de la CGT. Ça ne peut pas être l'idée de nous dire, même une pause ou une médiation. Mais ça veut dire quoi, une pause? Alors, la médiation, c'est Laurent Berger qui la propose. Mais très bien, et moi je pense que ça n'est pas une bonne idée. Donc l'intersyndicale vole en éclat. Pourquoi je pense que ça n'est pas une bonne idée? L'intersyndicale vole en éclat. Vous n'avez plus de position commune. Alors, excusez-moi, depuis le début, en réalité, personne n'ignore les différences entre la CGT et la CFDT. Mais pourtant, sur un certain nombre de sujets. L'unité fait la force. Oui, l'union fait la force. Mais oui, on a encore le droit de débattre. Oui, et moi, je vous dis, moi, je vous donne mon opinion très tranquillement, face à un gouvernement qui est en train de nous dire, moi, je vais vous dire, monsieur Bourdin, je fiche mon billet, que si cette rencontre a lieu, il n'y aura à aucun moment, d'ailleurs, c'est ce que monsieur Berger a dit, si on ne parle pas des 64 ans, alors nous quitterons la table. Nous partirons, nous claquerons la porte. Je vous dis, monsieur Bourdin, si ce gouvernement... N'a pas dit ça. Il a dit, si on ne parle pas de la réforme des retraites, nous quitterons la table. Alors moi, je vous dis 2 choses. Alors moi, je vous dis... Vous avez des doutes sur Laurent Berger? Pas du tout, moi je vous dis... Pas du tout. Attendez, franchement. Laurent Berger, il est dans son sillon. Et nous, on est dans le nôtre. Alors, moi je vous le dis, Laurent Berger, il est dans son sillon. Oui. Il est cohérent avec lui-même. On est cohérent avec nous-mêmes. Je vous le dis, monsieur Bourdin, on est bien d'accord que depuis des mois, ce que nous exigeons tous, toute l'intersyndicale, c'est le retrait de cette mesure. Eh bien, si à l'issue de cette rencontre, il y a une pause ou une médiation, je ne parle même pas de retrait, une pause ou une médiation, je vous invite au restaurant. D'accord ? Moi, je vous dis ce qui va se passer. Vous êtes contre la pause, la médiation. Alors, d'abord, je suis contre. Mais surtout, et le report. Je vous ai expliqué comment il pourrait y avoir un report. Mais surtout, si vous me permettez, je suis
contre l'idée d'une pause et d'une médiation, parce que ce que l'on veut, c'est le retrait. Mais je suis sûr, en plus, qu'à l'issue de cette rencontre, aucune pause ou médiation ne sera proposée. On a un gouvernement obtus et entêté. Et si on est aujourd'hui en train de parler, Monsieur Bourdin, si la réforme de retraite, elle fait l'actualité, c'est parce qu'en réalité, il y a des mobilisations massives. Et c'est par là que l'on fera reculer le gouvernement. Vous avez dit, il faut qu'on en sorte. On en sortira par le retrait. Par ça et par rien d'autre. Exactement. Vous ne bougez pas d'un iota. Non, encore eux d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes comme Emmanuel Macron, quoi. D'un côté, vous ne bougez pas, vous lui reprochez de ne pas bouger, et vous... Mais il y a une petite différence entre nous deux. Allez-y. Laquelle? Eh ben, c'est qu'on a une opinion ultra-majoritaire. Voilà. Bien, Bernard Cohen-Haddad. Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, on voit bien qu'on est sur un volcan. On voit bien que nos entreprises, tous les jours, et surtout celles de proximité, vivent des moments difficiles. Je pense des dégradations, de la baisse du chiffre d'affaires, qu'il y a une radicalisation politique, qu'il y a une démocratie sociale qui ne correspond pas à la démocratie politique, c'est-à-dire que le Parlement a voté un texte. Moi, je suis un démocrate et un républicain. Il y a un texte qui a été voté avec une faible majorité, c'est-à-dire à travers un article qui fait partie de notre Constitution, et d'un autre côté, on a des mouvements de rue qui contestent ce texte. C'est ça la réalité, et notre ami de la CGT vient de le dire, il y a une crispation sur les 64 ans. Alors pour parler de la CPME, de tout temps, la CPME sur ce texte a été favorable à ce texte, y compris aux 64 ans, dans la mesure où pour nous, c'est un texte qui apporte des avancées. Et ça, c'est important de le dire, et là-dessus, nous sommes constants. Ce que nous regrettons... Donc vous demandez au président de la République, vous, CPME, d'être intransigeant sur les 64 ans. Alors nous, ce qu'on demande, c'est l'application du texte, puisque c'était donc une proposition de la CPME, puisque même nos propositions allaient jusqu'à 65 ans. Vous voyez qu'on était un peu plus jusqu'au boutiste, comme certains députés LR. C'est la position de la CPME, c'est la position effectivement de nos entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et nous voulons effectivement des avancées de ce texte en matière des carrières longues, pour l'emploi des seniors, et parce que nous croyons, et parce que je crois, moi en tous les cas, c'est que depuis des années, on fait des réformes des retraites, et qu'au bout d'un moment, il faut bien prendre des décisions, parce qu'on a besoin de décisions claires, parce que les chefs d'entreprise ne peuvent pas vivre dans cette situation aujourd'hui, et je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux, de gréviculture, de guérilla urbaine, d'incohérence démocratique et institutionnelle. C'est extrêmement grave. Moi, je veux bien qu'il y ait des manifestations, et nous sommes pour le droit de grève, mais on a peut-être aussi le droit de travailler, on a peut-être aussi le droit d'aller et venir. Il faut au bout d'un moment que le discours soit dit, et que pour nous, on paye les pots cassés de cette guérilla actuellement. Bien, alors, vous payez les pots cassés, vous, les petites et moyennes entreprises. D'ailleurs... peu de grévistes dans les petites et moyennes entreprises, non? Oui, on a Non, il y a des mouvements de grève. Il y a bien entendu des mouvements de grève dans certaines PME. On n'a pas d'activité télétravaillable, il faut le rappeler. Oui. On a des professions indépendantes, des artisans, des commerçants et des professions libérales qui ne peuvent pas faire grève ou qui ne veulent pas faire grève. Et chez nous, je vous le redis, à 84%, on est favorable à cette loi. Je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur, parce que c'est important. Moi, ce matin, j'étais en ligne avec un commerçant artisan de Savoie qui est hôtelier-restaurateur, et qui me disait que ses réservations s'annulaient les unes après les autres. Du fait des mouvements de grève, et que il était aujourd'hui, il subit déjà en plus la crise énergétique, donc il est dans une difficulté économique majeure. Aujourd'hui, c'est des pans de notre économie qui sont quand même menacés par ces mouvements sociaux. Donc je crois qu'à un moment, il faut aussi qu'on trouve une phase d'apaisement pour que l'on puisse justement continuer à soutenir notre économie. C'est extrêmement important. Je voudrais revenir sur l'idée tout à l'heure de monsieur. On évoque une pause, mais de fait, vous l'avez rappelé dans votre préambule, il y a une pause en ce moment, puisque le Conseil constitutionnel rendra son avis le 21 avril. Vous l'avez rappelé. Donc mettons à profit cette avant période, le 21 avril. Voilà, avant le 21 avril, pour discuter ensemble et pour régler les points qui aujourd'hui méritent toute notre attention. Vous les avez rappelés. Hein. Juste sur la clause de revoyure, vous dites oui, bon, c'est un gadget. Enfin, la clause de revoyure en 2027, à quel âge serons-nous pour la retraite? À 63 ans et 3 mois. Donc moi, je pense que c'est pas un gadget. Réforme Touraine. Voilà, absolument, avec l'accélération de la réforme Touraine. Donc il faut discuter. Il faut voir les paramètres. Je vous rappelle que 100 000 emplois seniors de plus, c'est 1 milliard de recettes supplémentaires. Donc on a des vrais enjeux à travailler ensemble. Et moi, je souhaite qu'on puisse se mettre autour de la table pour les travailler. Si on arrive à mettre à l'emploi à 100 000 seniors supplémentaires, c'est vrai qu'on remplit les caisses. On remplit les caisses. Ça, vous êtes bien d'accord, hein, Benjamin Hamar? Non, moi, je vais d'abord répondre à un certain nombre de points. Oui. Monsieur, c'est pas possible. Honnêtement, vous êtes très courtois, donc je vais être très courtois moi aussi. Mais il n'est pas possible d'entendre que cette loi a été votée par le gouvernement. Monsieur, personne ici n'est
n'est dupe. Non, je dis par le Parlement. Par le Parlement, monsieur. Elle a pas été par le Parlement. Heureusement, parce que sinon on serait en dictature. Hein. Non, mais bien sûr, monsieur. Oui. Donc ma langue a bien évidemment fourché, pas de faux débat. Et donc, mais par contre, quand vous dites que cette loi a été votée par le Parlement, c'est bien évidemment faux, monsieur. C'est un 49-3 qui est passé. C'est un outil constitutionnel, monsieur. Non, mais Attendez, elle a été votée au Sénat excusez-moi. sans 49.3. Non, mais attendez, mais ce n'est pas le Parlement. D'accord. La chambre dominante, c'est le Parlement, le Sénat. Mais excusez-moi, je veux bien que. Oui. Voilà. Il y a une Laissez- commission non, mais mixte paritaire. Vous avez vu, madame, je ne sais pas si vous avez noté, mais moi, c'est juste je ne pour coupe la parole à explication. personne. Bon, alors, si je allez-y. suis minoritaire sur le plateau, c'est pas grave. Je suis majoritaire dans l'opinion. Et par contre, Jean-Jacques Bourdin, je ne coupe. Mais justement, débattre, ça n'est pas couper la parole. Moi, je vous laisse parler. Merci bien. Allez-y. Donc, je vous avez le la parole. redis, la loi n'a pas été votée par le Parlement. Elle est passée par un 49-3 qui a réussi l'exploit à l'Assemblée nationale de servir de combustible pour augmenter encore la colère sociale. Donc on ne peut pas dire ça. Je sais que le gouvernement essaye de faire passer l'idée que la motion de censure est une sorte de vote par défaut. C'est absurde. C'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, ce gouvernement a tenu à 9 voix. C'est historique dans l'histoire de la 5e. Il faut remonter au général de Gaulle pour avoir une situation similaire. Donc, on ne peut pas dire, oui, ça a été voté, et donc c'est une attaque à la démocratie. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement des mouvements de grève qui sont, jusqu'à preuve du contraire, la grève est une liberté fondamentale, un droit constitutionnel. Mais personne ne remet en cause quand on vient, comment dire, à longueur d'antenne, comme je peux l'entendre régulièrement, discréditer la grève parce que ça perturbe l'économie, vous savez quoi, monsieur? Vos griefs, moi j'entends la difficulté d'un certain nombre de petits commerçants qui sont mis en difficulté, mais qu'ils écrivent et qu'ils appellent à Emmanuel Macron. Et le problème, monsieur, c'est que vous êtes contradictoire, si je peux me permettre. C'est Emmanuel Macron qui fait grève, monsieur. Mais c'est Emmanuel Macron qui provoque la grève par une réforme que vous soutenez. Alors le problème, monsieur, c'est que vous êtes un peu contradictoire. Vous ne pouvez pas d'un côté nous dire c'est terrible pour les petits commerçants et en même temps dire nous on était prêts à aller jusqu'à 65 ans. Moi j'ai des questions concrètes à vous poser. Oui. C'est le Conseil constitutionnel qui a le texte sur son bureau aujourd'hui. C'est à lui. Vous respectez la décision du Conseil constitutionnel. Alors imaginons. Non, mais attendez. Oui. Alors, attendez, il est 11h20, on va faire une pause et on revient là-dessus. C'est dommage que j'aurais voulu répondre aussi à madame. Non, mais vous Mais je vais vous répondre. Il est 11h20. Mais du coup, je vous interromps. Il est 11h20. On a du temps. Ne vous inquiétez pas, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous reprenons notre débat, le dialogue ou pas le dialogue, comment faire? Est-ce qu'il faut faire une pause dans cette réforme des retraites? Allez-y, 0826 300 300, une pause ou pas, dites-nous. Allez-y, vous intervenez, vous participez évidemment. Benjamin Amar, j'avais donc une question. Le Conseil constitutionnel a le projet sur la table, projet qui a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a le projet sur la table. Il va décider peut-être de retoquer plusieurs articles de ce projet de loi. C'est fort possible, hein. C'est même probable que certains articles soient retoqués. Vous faites quoi à ce moment-là? Le Conseil constitutionnel décide, tranche. Vous faites quoi? Vous vous opposez à la décision du Conseil constitutionnel? Non, mais d'abord, on verra. Alors, en l'occurrence, vous savez, nous, on respecte les institutions. Oui. Et on demande à être respecté. C'est-à-dire que nous avons dit depuis le début à la CGT, enfin, c'est en tout cas un point de vue qu'à la CGT du Val-de-Marne, on a toujours assumé. C'est-à-dire que cette loi, nous la combattrons jusqu'au bout. Donc, après, on respecte, y compris, on nous dit le 49.3 est constitutionnel et légal. On n'a jamais nié ces choses-là. Le Conseil constitutionnel, il est dans son rôle. Mais moi, je vous dis une chose, à la fin des fins, cette loi, nous la combattrons jusqu'au retrait. Et vous pourriez me dire... mais le retrait, pardonnez-moi de vous dire, le Conseil constitutionnel, même en retoquant certains articles, va valider, imaginons que le Conseil valide la loi. Ben vous faites quoi? Le président de la République est tenu de la promulguer. Mais que faites-vous? mais je vous le dis simplement, je tourne à manifester. On continue à mobiliser, mais vous pourriez me dire, Jean-Jacques Bourdin, qu'on est un carteron de syndicalistes illuminés, sauf que derrière, on a un état de l'opinion, et encore hier, parce que ça me fait beaucoup rire d'entendre un essoufflement du mouvement, quand... il y avait moins de monde, mais il y a des explications. Il y a des montées et des descentes depuis 2 mois, et là, si, il y a eu des montées et des descentes depuis 2 mois, et donc, s'il y en a ici qui ont envie de parier sur l'essoufflement, mais écoutez, c'est pareil, comme tout à l'heure, je veux bien faire le parier. Donc, il n'y a aucun essoufflement, la colère, elle n'a fait que monter en réalité, elle est toujours présente, et nous, on vous le dit clairement, on ne lâchera pas. C'est jusqu'au retrait. Point, barre. Voilà.
Quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision. Jusqu'au retrait. Quel que soit le vote du Parlement, quelle que soit la décision du Constitutionnel. Alors moi je vous redis, il n'y a pas eu une décision du Parlement, il y a eu un 49-3. Oui, bon. Je le redis. Bon. Non mais je veux dire, moi je lâcherai pas là-dessus. Je suis d'accord. Voilà. Non mais je suis d'accord. Il n'y a pas eu de décision du Parlement. Il y a eu un 49-3, on est bien d'accord. Et donc il va falloir assumer cette procédure-là, dont le gouvernement ne voulait pas. Pardonnez-moi, mais l'adoption de la loi n'est pas illégale. Est-ce qu'elle est illégale? Mais vous savez, vous connaissez quand même la différence. Je ne vais pas faire le prof de philo, je suis prof d'histoire, moi. On ne va pas faire de différence, on va marquer la différence entre la légalité et la légitimité. Elle sera légale, elle ne sera pas légitime. Bon. Malgré la décision du Conseil de la... Mais on verra, on n'en est pas encore là. On verra ce que le Conseil... On a eu beaucoup de surprises, Jean-Jacques Bourdin, depuis 2 mois. Beaucoup. Je suis d'accord. On nous disait... Moi, je me souviens de donner la parole à nos autres intervenants, à Marina Ferrari et à Bernard Cohen-Haddad, j'avais quand même une question à vous poser. À propos de... Alors, comment se fait-il que les mobilisations, vous avez raison, sont toujours très fortes dans la rue, et comment se fait-il que les grèves soient assez faibles? Les taux de grévistes sont assez faibles. Et on les retrouve où? Les taux de grévistes toujours au même endroit, dans des secteurs publics qui, effectivement, sont pas que plutôt les raffineries ne sont pas publiques. Oui, enfin d'accord, mais ce sont des secteurs... Bon, maintenant, d'accord, mais le transport, mine énergie... Enfin bon. Alors pourquoi? D'abord, pour 2 raisons. Il faut dire 2 choses. La première, on en est à la 10e journée de mobilisation. Donc c'est le coût. Mais bien sûr. Attendez, on en est à 10 journées de mobilisation où les gens se mettent en grève. Ça fait à peu près 80, 100 euros par jour, c'est considérable dans le contexte d'inflation. Premier élément. Deuxième élément, si on parle de grève, alors il faut parler de tas de trucs, Jean-Jacques Bourdin. Il faut parler de quelque chose qui est insupportable, pour lequel la France a d'ailleurs déjà été condamnée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle les réquisitions. Il y a des réquisitions en série dans un certain nombre de secteurs. Et ça, en 2010, au moment de la réforme Woerth, Nicolas Sarkozy avait ouvert le bal, il a été condamné 2 ans plus tard par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est l'ONU. Donc on a des réquisitions contre lesquelles nous allons porter plainte, contre lesquelles nous avons porté plainte, et on a aussi, sur les piquets de grève... réquisition, mais on a saboté un certain nombre de mouvements. Dans l'éducation nationale, par exemple, les taux de grévistes sont en chute libre. Alors ça renvoie à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les gens ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, et qu'ils continuent à se mobiliser, mais que par contre ça a un impact sur les taux de grévistes. Voilà. Bien. Mais parce que bien évidemment, et quand vous demandez aux gens pourquoi ils se mettent pas en grève, la seule réponse la première des réponses, c'est bien évidemment la question du coût. Le gouvernement avait tablé là-dessus, il avait misé là-dessus, et il en a été pour ses frais. Marina Ferrari. Oui, alors moi je voudrais revenir sur plusieurs choses. D'abord, moi je ne dénie absolument pas le droit de grève, il est constitutionnel, vous l'avez rappelé. Ce que je remets en cause, en revanche en ce moment, c'est les violences en marge des cortèges. Et on voit bien les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Sur la légitimité de la loi, moi je ne partage pas votre sentiment, ou alors on part dans un débat philosophique comme vous l'avez dit. La loi aujourd'hui, elle a été effectivement votée. Bon, l'instrument du 49.3 qui est tout à fait légal et constitutionnel a été activé. Je le dis librement, moi c'était pas ce que j'aurais souhaité. J'aurais souhaité qu'on aille jusqu'au vote. Bon, jusqu'au vote. Le gouvernement en a décidé. Peut-être la meilleure des solutions. Oui, pour ça. On ne saura jamais. Nous ne saurons jamais. Tout est-il que c'est un instrument qui a été utilisé. C'est la 100e fois qu'il est utilisé sous la 5e République, quand même. Donc, c'est pas non plus un instrument que le gouvernement a sorti du chapeau comme ça. Moi, j'ai présenté le texte en commission des finances pour avis. Il a été adopté. Ensuite, il a fait son chemin au Parlement. On a eu une obstruction parlementaire dont tout le monde a largement parlé. Il est parti au Sénat. Il a été adopté. En commission mixte paritaire, elle a été conclusive, donc un accord a été trouvé. Je tiens à le rappeler parce que j'ai quand même entendu certains collègues députés dire les commissions mixtes paritaires, c'est du bidouillage. Alors qu'on en fait tout le temps au Parlement, sur toutes les lois quasiment, il y a des commissions de mixtes paritaires. Donc à un moment, je veux bien, mais on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi. On est dans une démarche législative qui certes peut heurter la sensibilité de certains, mais qui est légale. Donc moi je m'inscris en faux par rapport à ce qui était dit, par rapport à la légitimité du texte. J'ajouterais que les représentants au Parlement, les élus, nous avons une légitimité qui est celle des urnes. Nous avons été élus, en tout cas pour les députés, au suffrage direct par nos concitoyens. Voilà. Bon. Après, sur le dialogue, moi, sur le terrain, je rencontre toutes les organisations syndicales. Et j'en ai encore rencontré dernièrement. Le dialogue se passe bien. On arrive quand même à échanger sur le fond du sujet. Sur la pénibilité du travail, on l'a évoqué avant, sur tous les sujets sur lesquels on doit aller, justement, pour pérenniser notre système et réussir le pari d'équilibrer ce système à terme. Et je souhaite que le dialogue reprenne le plus vite possible pour qu'on puisse avancer sur cette thématique. Par exemple, j'imagine, après je vais donner la parole, et puis il faut observer une petite pub. Imaginons qu'on oublie les 64 ans,
qu'on garde sur la table la durée de cotisation et que parallèlement on ouvre des négociations pour améliorer effectivement tout ce qui a trait à la pénibilité du travail, au travail des seniors, avec des solutions qu'on pourrait avancer pour encourager le travail des seniors. Vous seriez favorable Je vais vous dire un truc. Oui. À la CGT, on est des tas de trucs, mais on n'est certainement pas des lapins de 6 semaines. Donc, il n'y a pas de problème, on peut discuter de tout. La pénibilité du travail. De tout, parce que vous voulez discuter de rien. Alors allez-y. Monsieur Bourdin, moi je veux bien répondre à toutes les sulfateuses de questions. Allez-y. De tout le plateau, mais laissez-moi juste répondre. Non, mais ça sera mieux. Alors donc, je réponds toujours clairement à vos questions, moi. Bon, c'est vrai. Donc, en l'occurrence, on n'est pas des lapins de 6 semaines et on nous berne pas. Si on peut parler de ce qu'on veut, mais d'abord, on va parler du retrait des dispositions des 64 ans et de la durée de cotisation. On commence la durée de cotisation, mais bien évidemment, rappelons-le, qui vient d'une réforme Touraine. Accélérée. Oui. Oui, déjà elle était toxique. Non, mais c'est accéléré. Voilà. Non, donc, mais d'accord. C'est donc c'est pas un détail. Donc, mais vous voulez remettre en cause aussi la réforme Touraine. Mais on est. Alors moi, je vais vous dire pour la CGT, je parle pas de l'intersyndicale. On considère que l'allongement de la durée de cotisation, même dans la réforme Touraine, était un scandale. Maintenant, je vous le dis, on commence par parler de l'âge légal qui a été reporté et de l'accélération de la réforme Touraine. On commence par là, et ça, on les met à la benne. Et après, on parlera de ce qu'on veut. Ensuite, madame, s'il faut vous expliquer la différence entre légalité et légitimité, c'est simple. Si elle était légitime, madame, il fallait accepter d'aller au vote. C'est tout. Fallait accepter d'aller au vote. Et le gouvernement n'y a pas été pour une raison simple, parce qu'il avait la trouille. Et vous avez été élu, madame, pour voter la loi, et vous avez été dépossédé de ce truc-là. Donc on va pas vous la faire à nous. Et voilà pourquoi cette mesure, elle est désormais illégitime. Sur le fait d'avoir été dépossédé de la possibilité de voter la loi, je m'excuse, mais moi j'ai très mal vécu l'obstruction parlementaire qui a été faite pendant 3 semaines au Parlement. C'est vrai aussi. Parce qu'on a été au péché. Quand Jean-Luc Mélenchon fait son tweet en disant « Êtes-vous tant pressé d'être battu ? Donc ralentissez les débats », excusez-moi, mais moi je suis convaincu. Alors, on pourra jamais le prouver. Qui a imposé un cadre restreint, madame? Moi je suis convaincu. Nous avons été dépossédés aussi par l'obstruction parlementaire de certains de nos collègues. Moi je veux bien qu'on mette. Mais je voulais que je vous dise. Moi je suis sur la limite d'âge. Moi je suis pas encarté à la France Insoumise. A eu peur du vote et Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas du vote. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je ne suis pas encarté à la France Insoumise. Sur la limite d'âge. Juste sur la limite d'âge, monsieur. Monsieur Amar, sur la limite d'âge, on n'a pas mis une limite d'âge à 64 ans comme ça, sortir du chapeau. On l'a mis parce qu'on a un équilibre budgétaire à tenir pour équilibrer cette retraite à horizon 2030. Vous l'avez perdu ce débat, on ne va pas y revenir. Vous l'avez perdu. Mais peu importe qu'on l'ait perdu, je vous explique. Vous pouvez revenir dessus, mais vous avez rien à m'expliquer, on a compris, madame. Vous m'avez remonté les bretelles parce que je vous ai coupé la parole tout à l'heure, alors ayez au moins la délicatesse de ne pas le faire maintenant. Sur les 64 ans, monsieur, c'est une limite d'âge qu'on a fixée pour équilibrer le système à horizon 2030 et on l'a pas fait ni pour vous berner, ni pour vous reprendre pour des lapins de 6 semaines. Vous avez perdu. Voilà, il est 34, vite une pause, parce que je suis en retard. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h36, merci d'être avec nous. Allez, nous sommes avec Benjamin Amar, porte-parole de la CGT du Val-de-Marne, Marina Ferrari, qui est députée MoDem de Savoie, et Bernard Cohen-Haddad, qui est présidente de la CPME d'Île-de-France. Et nous allons prendre Samy, qui est à Paris. Bonjour Samy. Bonjour. Vous êtes médecin, Samy, ça me fait plaisir de vous avoir. Vous êtes auditeur de Sud Radio, Samy? Toujours, oui, toujours. Toujours. Bon. Et je vous remercie d'exister. Merci. Vous êtes médecin à Paris. Vous dites la réforme est nécessaire, mais le gouvernement a manqué de pédagogie. Oui. Simplement parce que c'est nécessaire par rapport au marché financier, par rapport à la dette, par rapport à l'emprunt, par rapport aux agences de notation. Ça n'a pas échappé en fait aux intervenants. Alors le but n'est pas d'enflammer la CGT, non. Ils ont aussi leur raison par rapport aux petites retraites et aux gens qui souffrent, ça c'est clair. Moi, dans mon cas, comme plusieurs confrères ou consoeurs, je sais que je ne l'aurai pas avant 68 ans. Je vais démarrer. Donc 68 ans, c'est clair. Maintenant, c'est par rapport au marché, il fallait avoir de la pédagogie et dire que on a trop endetté, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup d'événements, etc., etc. Il y a eu de la mauvaise gestion, on sait très bien que le déficit, la balance et le déficit, ils sont énormes. Il fallait le dire tout simplement, au lieu d'utiliser cette méthode qui est quand même assez brutale. C'est-à-dire que le discours employé parfois par le gouvernement qui se résumait à... Enfin, je me souviens, moi, la réforme est juste... Attendez, on ne peut pas dire que la réforme est juste et qu'en même temps, la réforme est nécessaire et qu'il faut faire des efforts. Ça, franchement, je ne comprends pas très bien le double discours. Pour moi, paradoxal un peu. La réforme, elle est nécessaire. C'est les marchés financiers qui veulent cette réforme partout. C'est l'Europe qui veut cette réforme. Et il suffit de le dire.
C'est Oui. tout. La posture en fait qu'a pris le gouvernement, ou le président de la République, ou la Première ministre, c'est une posture qui paraît, et tout le monde le voit, totalement hypocrite. Je suis désolé, et hautaine en plus, méprisante. Ouais. Merci Samy dans tous les cas. Hein. Vraiment merci d'être avec nous. Marina Ferrari. Oui, merci monsieur pour ce point de vue. Alors la réforme, oui, est nécessaire, vous avez raison. Je partage le fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait de pédagogie, mais dans le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui avec cette accélération, il était difficile d'aller dans le fond des choses, alors que le texte contient beaucoup de mesures correctives par rapport aux inégalités de la vie. Vous avez parlé du problème des petites retraites, il y a beaucoup de mesures sur le sujet, notamment pour les femmes. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une nécessité par rapport à cette réforme concernant la dette publique. J'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle lors d'une intervention, puisque certains sur les bancs, notamment de l'extrême gauche, nous accusaient de vouloir nous maintenir dans une dépendance au marché financier. Or, si on ne fait rien, à horizon 2030, vous le savez, la dette conjoncturelle sera de 150 milliards d'euros, à laquelle il faut ajouter aussi la dette structurelle du système de retraite, François Bayrou l'a bien démontré, qui est de l'ordre de 40 millions d'euros par an. Comment on va financer cette... milliards. 40 milliards. Milliards, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État verse... Attendez, laissez-moi terminer, je vais au bout de mon raisonnement. Donc si on doit, à horizon 2030, aller financer cette dette sur les marchés financiers, qui va organiser une dépendance supplémentaire ? Eh bien, c'est ceux qui aujourd'hui ne défendent pas cette retraite, cette réforme. C'est ce que j'ai expliqué dans l'hémicycle, parce que on a tendance toujours à avoir l'immédiateté, mais pas les conséquences aujourd'hui de notre dépendance au marché financier. Alors, et c'est important de rappeler cette question de la dette publique. Benjamin Amar va répondre. C'est aussi une question morale vis-à-vis des générations futures. J'ai compris le point de vue. J'ai compris le point de vue. Bernard Cohen-Haddad et Benjamin Amar vont répondre, mais je voudrais une précision. Rappeler, c'est vrai que François Bayrou l'a souligné, et ça n'a pas été dit ni par le gouvernement d'ailleurs, qui a oublié complètement ce point, ce qui est d'ailleurs une faute. C'est pas un oubli, je pense. C'est pas un oubli. Ou alors il est volontaire. Aujourd'hui, l'État verse combien pour équilibrer le système des retraites? 30 milliards? Plus de 30 milliards d'euros. Plus de 30 milliards d'euros. Il y a eu des débats sur le corps, sur les prévisions, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que pour combler certaines caisses, l'État verse 30 milliards d'euros par an, ce qui est énorme. Oui. Alors, d'abord, plusieurs choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais attendez, c'est vrai. Attendez, plusieurs choses. Si vous voulez, je vais répondre. Mais je déteste la ventriloquie, on m'en fait jamais. Bon, je vais vous répondre et vous aurez mon point de vue là-dessus. Mais mesurons, vous avez dit le gouvernement a oublié, mais il a oublié que dalle. Il a une armée de collaborateurs, il a rien oublié du tout. Il a fait exprès. Souvenez-vous, est-ce qu'on peut juste faire un petit polaroid de toutes les raisons qu'on a eues par rapport à cette réforme? D'abord, elle était juste, elle était même de gauche, nous dira plus tard Monsieur Dussopt. Ensuite, c'est vrai qu'il a dit ça. Bien évidemment, il a dit ça. Personne n'a très bien compris. Voilà. Il nous a aussi dit que le 49.3 n'était pas un échec. Donc, on a eu toute une série. On a eu effectivement, d'abord au tout début, d'ailleurs, on n'avait pas eu ça. La réforme, elle était là pour financer la transition écologique. Ensuite, elle était bonne. Ensuite, elle est devenue indispensable. Et maintenant, on nous dit, c'est les agences de notation, c'est effectivement la pression des milieux financiers. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas de capteurs dans le pays. Et ça, les Français qui se retrouvent avec une augmentation générale de salaire en 2022 de 3% pour une inflation alimentaire de 14%, ils n'en ont cure. Ils morflent, ils ont leurs conditions d'existence qui se dégradent. Ça n'imprime pas et ça n'imprimera pas. On pourra leur expliquer ce qu'on veut sur les agences de notation, ça ne les intéressera pas. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils observent des choses qui sont un scandale. On leur dit qu'en 2022, ça a été une année mais une année de pays de cocagne pour les actionnaires avec 80 milliards de dividendes. On nous explique, à juste titre, qu'il y a eu un plan de relance avec 200 milliards d'aides publiques. Aujourd'hui, on a appris hier, qu'il y avait effectivement une perquisition dans 5 des principales banques du pays parce qu'on soupçonne une fraude fiscale massive de 100 milliards. Donc, l'idée de, l'État, effectivement, il met de l'argent dans les retraites, c'est encore heureux, c'est une bonne chose. Par contre, il y a des trucs qu'on ne dit pas. Il y a des fonds de réserve dans les retraites. Il y a les fonds de réserve depuis de nombreuses années avec 150 milliards dedans. Donc la question du financement, moi je veux bien qu'on refasse le débat ici. On peut le refaire, mais on l'a fait, madame, pendant 2 mois et vous l'avez perdu à plat de couture. Le gouvernement sur ce sujet-là, c'est fait. En réalité, a subi une explosion façon puzzle. Bernard Écoutez, moi, la pieuvre internationale qui intervient sur la France et qui dirige à l'autre bout du monde, j'ai déjà entendu ça il y a certains moments et c'est pas ma tasse de thé, cher Benjamin Amar. C'est l'auditeur qui l'a dit, monsieur. Vous êtes un historien. Moi, je crois qu'il faut quand même dire les choses de manière économique. On est un pays qui est endetté. On a le taux des prélèvements obligatoires le plus élevé de la zone euro. On a un problème de pouvoir d'achat.
on a un taux horaire du travail qui est le plus élevé de la zone euro. Au bout d'un moment, il faut quand même le dire, et on a une loi. Et on a un système social qui fonctionne. Qui fonctionne bien, fort heureusement. De protection sociale qui fonctionne. Et au moins, je veux dire, il est aussi en avance. Et malheureusement... Et on le défend, justement. Et on le défend. Nous le défendons. Nous, et malheureusement, dans les rues, nous le défendons. Écoutez, tout à l'heure, vous avez dit que vous laissiez parler les autres. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je fais. J'ai l'impression que j'ai pas eu ma dose de timing. Alors, allez-y. Donc, il faut aussi pouvoir s'exprimer. Et j'ai l'impression qu'il est important que l'ensemble du corps contribue à ce que ce modèle social soit maintenu, parce que c'est ce qui nous identifie et ce qui permet d'avoir nos valeurs. Sur le point de cette réforme, moi je vais être très cash, Jean-Jacques Bourdin. Vu les avancées, c'est-à-dire le rabot qui a été mis dans cette loi, je peux vous fiche mon billet, je vous invite pas au restaurant comme j'ai pas j'ai pas les moyens. Je vais vous dire, tout simplement, dans 10 ans, on sera obligé de refaire une loi sur les retraites, parce que cette loi, dont aujourd'hui on nous parle comme si c'était le dernier mot de la Terre, est biodégradable, et dans 10 ans, on sera obligé de refaire une loi sur les retraites. Ça, c'est le problème. Là, ça me fait repenser, juste, je vais vous redonner la parole. Voilà. Ça me fait repenser à ce qui s'est passé en 2019. Si on avait poursuivi la réforme de la retraite, une vraie réforme systémique et non pas paramétrique, c'est-à-dire une réforme, une retraite à points, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin, bon, et enfin, si vous me pour pas être trop long, et enfin, si on veut vraiment redonner à ce pays un peu de dialogue, il faut valoriser le dialogue social. Le premier quinquennat n'a pas été très fort là-dessus. Le deuxième quinquennat, on a l'impression qu'il commence pas mieux. Il faut vraiment redonner au dialogue social, c'est-à-dire aux organisations syndicales, aux organisations patronales, au corps constitué, la capacité de débattre des grands sujets de société. Celui de la retraite en fait partie, comme celui de la fin de vie, comme celui des seniors, comme celui de la place de la santé. Bien, Marina Ferrari. Je suis absolument d'accord avec le dernier point qui vient d'être développé. Alors, je voudrais juste répondre. La réforme, elle n'a jamais été là pour financer autre chose. Vous avez dit, on a annoncé qu'elle était là pour financer... non, absolument pas. La Première ministre a été très claire sur le sujet. Pas un euro qui sera issu de cette réforme n'ira à autre chose que le financement des retraites. Deuxièmement, les marchés financiers. On répond pas aux marchés financiers aujourd'hui. On vise à assurer la pérennité du système de retraite par répartition, et aussi on travaille pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est les cotisants actuels qui payent les retraités d'aujourd'hui. Donc si on veut que le système dure dans le temps, il va bien falloir qu'on équilibre les choses. Et c'est ça la solution. Et en même temps, c'est une question de souveraineté aussi, et d'indépendance par rapport aux marchés financiers. On ne peut pas continuer à créer de la dette comme on l'a fait ces dernières années, et monsieur a raison de ce point de vue. Enfin, l'Europe a rien à voir là-dedans. On regarde les âges moyens dans les différents pays européens, on n'est pas du tout aligné. Donc ça n'a rien à voir, et c'est pas un diktat de l'Europe aujourd'hui. Sur le fonds de réserve, je voudrais juste parler des fonds de réserve des retraites. J'ai entendu beaucoup de choses, notamment venant à la fois de la CGT et à la fois des mouvements plus à gauche dans l'hémicycle, sur le fait d'aller prendre l'argent qui est dans la CADES aujourd'hui, qui est une caisse pour le remboursement de la dette sociale. Voilà. Mais c'est oublié aussi que dans l'histoire, vous êtes historien, monsieur l'a rappelé, dans la CADES aujourd'hui, il y a des sommes qui proviennent des caisses de retraite, qui ont été provisionnées sur l'appurement de caisses de retraite. Donc c'est nier aussi l'utilité de la CADES. Et toute dette, pour moi, doit être remboursée. C'est notre responsabilité de rembourser la CADES, et non pas de faire rouler la dette, comme on a pu l'entendre au Parlement. Pour moi, c'est une forme d'irresponsabilité budgétaire. Alors, j'ai la parole ou pas? Allez-y. Merci bien. Alors d'abord, monsieur, vraiment, je vous assure honnêtement, faut arrêter avec le paragraphe sur la petite tirade sur le dialogue social quand on a un gouvernement comme celui-là. C'est ce que je crois, monsieur Amar. Mais il n'est pas membre. Excusez-moi. Il n'est pas membre du gouvernement. Mais attendez, c'est ce que je crois. Mais c'est pas dire des choses quand même que je ne crois pas quand même. Il est responsable de la CPME. C'est comme donc, monsieur Bourdin. Un syndicat. Encore une fois, j'ai aucun problème de me retrouver en minorité sur le plateau, mais j'aimerais juste répondre aux questions. La question du dialogue social. Vous n'êtes pas une victime ici. Non, certainement pas. Mais par contre, je suis en minorité. Et monsieur et madame sont totalement d'accord sur tout. D'ailleurs, c'est un peu comme Bouvard et Pécuchet, ils se renvoient la balle. Je ne suis pas adhérent au modem. Et donc, je vais répondre. Et donc, en l'occurrence, je suis désolé, mais le petit dialogue sur le dialogue social, ça fait rire tout le monde. Le gouvernement, ça fait 2 mois qu'il n'a même pas pris son téléphone pour organiser une réunion avec les organisations syndicales. Donc, j'ai raison. Ensuite, non, il faut aller le dire à monsieur Macron. Allez donc expliquer votre tirade à monsieur Macron. Ensuite, le deuxième point, c'est la question sur effectivement le déficit, etc. Mais attendez, et l'idée que chacun doit contribuer au sacrifice.
nous, puisqu'il faut refaire le débat, on va le refaire. La CGT a pointé que c'est rigolo de nous parler de 13 milliards de déficit en 2027 quand on a 75 milliards d'exonération de cotisations sociales patronales. Voilà. Donc, nous, là-dessus, sur tous ces sujets, on est vraiment très à l'aise. Et 30 milliards payés par l'État pour équilibrer les... Mais je le redis, Jean-Jacques Bourdin, vous savez quoi? Il n'y a pas de problème. On peut refaire le débat et on se redonne rendez-vous dans un mois. Vous verrez que cette opinion, selon laquelle il y a une urgence sur le financement, elle sera minoritaire. Et quant à vous, madame, excusez-moi, alors, je suis navré de vous le dire, mais les auditeurs peuvent aller vérifier, qu'ils vérifient sur Google, Emmanuel Macron, réforme, financement de la transition écologique, et ils verront que ces déclarations ont eu lieu. Elles ont eu lieu. Emmanuel Macron a d'abord présenté sa réforme comme cela. Bien. Il est 11h49. Dernière pause. On va prendre très vite Pascal, qui est un auditeur et qui a le droit de s'exprimer ici. Et puis, dernière question, juste après cette pause. Jean-Jacques Bourdin. Bien, rapidement, il nous reste 5 minutes. Pascal peut témoigner. Bordeaux. Bonjour Pascal. Bonjour. Allez-y Pascal. Écoutez, j'entends beaucoup de passion, beaucoup de déchaînement. Oui. Je pense que la passion étouffe une méthode qui aurait été intéressante d'avoir, parce qu'on a bien longtemps oublié de segmenter les différents niveaux de pénibilité, les différents métiers. Oui. Et je pense que moi, je suis favorable à une retraite. Au détail, je ne sais pas si c'est celle-ci qu'il faut. Je pense qu'on a oublié de... Je pense à deux métiers. Je pense à des métallurgistes qui sont dans des températures hyper élevées. Oui. Évidemment, ils vont avoir du mal à travailler très très longtemps. Je pense aux pompiers dont on a tellement besoin. Oui. Je pense qu'un pompier qui monte à une échelle de 30 mètres de hauteur et qui a 57, 58, 60 balais, c'est hyper compliqué. Ouais, 60 balais, non, il est à la retraite. Hein. Bon, mais 57 ans... oui, 57 ans. 57 ans, c'est très compliqué. Je pense que tout ça manque de méthode, mais je mettrai dos à dos notre gouvernement et les syndicats qui crient très fort, parce que ni les uns ni les autres n'ont voulu rentrer dans la méthode. Au final, j'ai l'impression que ce débat devient plutôt un débat anti-Macron, anti-gouvernement, et j'ai peine à penser que la France n'est pas vraiment guérie de la lutte des classes. Ensuite, sur l'arithmétique, on doit 3 000 milliards, et quand j'entends dire qu'il y a des caisses qui détiennent 50, 60 milliards, ça me fait un peu rigoler. Ça ne suffira pas. Bien, merci Pascal pour cette remarque. Oui, Benjamin Amar, oui. Non, mais après... c'est anti-Macron avant tout. Enfin, en l'occurrence, Emmanuel Macron incarne cette politique, il l'apporte, c'est la sienne, donc c'est bien normal qu'il soit ciblé. Et c'est d'ailleurs même lui qui fait, par exemple, cette intervention hallucinante la veille du jeudi 24, le mercredi à 13h. Mercredi dernier. Une intervention qui est un véritable carburant pour la colère, qui est décriée de partout. Il incarne cette politique. Donc mais ce qui est visé, c'est pas la personne d'Emmanuel Macron, c'est bien évidemment sa réforme. Voilà. Après, sur l'argument des 3 000 milliards de dettes, ça fait 20 ans que les Français entendent ça, et ça ne les empêche pas de se mobiliser de manière massive, parce que ça, c'est quoi? C'est de la culpabilisation des travailleurs. Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, quand il y a eu le plan de relance, il a effectivement dit quoi qu'il en coûte. Par contre, il nous a pas expliqué que l'addition, elle devait être payée par les travailleuses et les travailleurs. Et ça ne passe pas. Ou par les entreprises. Ouais, enfin, là, en l'occurrence, la réforme des retraites, je suis désolé, c'est pour les travailleurs, et je vous l'ai dit, 75 milliards d'exonération de cotisation pour les patrons. Ça, c'est la réalité factuelle. Oui, c'était très important ce qu'a dit cet auditeur. La relation au travail, la pénibilité, ça fait partie aussi de notre attention dans les entreprises. Et cette loi, on attendait qu'elle soit effectivement plus souple vis-à-vis des métiers en pénibilité. Parce on peut être aussi dans les services, c'est-à-dire dans un bureau, et avoir du stress quand on reste assis toute la journée avec un écran qui vous fatigue les yeux. Bien sûr. Vous vous souvenez, Jean-Jacques Bourdin, vous m'aviez invité au moment où Sandrine Rousseau avait dit que le travail était une valeur de droite. Et sur le plateau, il y avait Nathalie Arthaud, elle avait dit le travail c'est une prison. Nous ne croyons pas à cela, et c'est pour ça qu'il est important aussi qu'il y ait un peu C'était aussi l'occasion de revaloriser la valeur travail. Exactement. Et peut-être que cette loi... C'était un peu raté. Et voilà. Et c'est pour ça que cette loi peut-être... c'est un coup d'épée dans l'eau, parce qu'au lieu de valoriser le travail long... C'est ce que dit Fabien Roussel. Vous êtes en phase avec Fabien Roussel. Il y a un certain nombre de choses que dit Fabien Roussel avec lesquelles je suis en phase, oui, effectivement. Mais moi, je veux juste dire une chose, puisqu'on parle de la pénibilité, M. Haddad. Qui a liquidé tous les critères de pénibilité que
pour le coup, François Hollande avait mis en place qui? C'est pas Emmanuel Macron, qui retire les critères de la pénibilité, qui nous en remet une petite partie. Oui, certains, la majorité, et qui en remet une petite partie. Faudrait dire merci, vous savez, en l'occurrence, je vais vous dire que je vais vous couper les deux bras. Finalement, je ne vous en coupe qu'un seul et il faudrait me dire merci. Bien, terminé. Marina Ferrari. Merci. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur. C'est vrai qu'on a certainement eu un problème de méthode. Depuis tout à l'heure, on en discute entre nous. La loi travail à venir. Alors, certains disent qu'elle aurait dû venir avant, peut-être, qu'on présente la réforme de retraite. Oui. Bon, c'est comme ça maintenant. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Cette loi travail à venir va être extrêmement importante sur les problématiques qu'a évoquées. Partage des richesses. Absolument, qu'a évoqué l'auditeur dans son intervention. Sur le fait que cette réforme aujourd'hui des retraites soit vécue comme quelque chose d'anti-Macron. Oui, je partage ce sentiment. Moi, quand je suis en circonscription et que je rencontre nos concitoyens, j'ai pas du tout lâché le terrain. Moi, je suis pas du genre à aller me planquer derrière mon petit doigt. Ce qu'on me dit, c'est que très vite, on parle des retraites, évidemment. Et puis après, on part sur autre chose. On part effectivement sur les conditions de travail. On part sur la problématique du pouvoir d'achat qui est importante. Quand je rencontre des entreprises, c'est leur problématique de recrutement, etc., etc. Donc tout ça, il va falloir qu'on le travaille. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est le dialogue social. Moi, j'y crois encore. Voilà, au dialogue social. Et je souhaite qu'on y arrive. Merci à vous trois d'être venus. Merci à vous. 57. Vous êtes sur Sud Radio. Nous ne trouverons pas la solution ici, hein. Mais au moins, nous posons le débat. Et j'aime bien. Il est 11h57. Jean-Jacques Bourdin. Bien, dans un instant, je vais recevoir mon confrère Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation spécialisé police, justice, renseignement et banditisme. Et nous allons évoquer la mémoire de Jacky Lemat. Jacky Lemat était le parrain des parrains dans les années 60, 70 et même 80. Il est décédé dans son lit. Les liens de Jacky Lemat, alias Jackie Imbert, avec le showbiz, les politiques, un autre banditisme qui ne ressemble pas du tout au banditisme d'aujourd'hui, une autre époque. Livre écrit avec Christine Imbert, la veuve de Jacky Lemat, aux éditions Plomb. Frédéric Ploquin, notre invité dans un instant, mais auparavant, la dernière actualité sur la réforme des retraites, la mobilisation contre la réforme des retraites, les éboueurs à Paris, dans d'autres villes de France, évidemment, la question alimente les conversations depuis plusieurs semaines, mais à Paris, les éboueurs ont levé leur mouvement de grève hier. Oui, mais 2 incinérateurs d'Île-de-France étaient bloqués ce matin. Et Félix Mathieu, où en est-on ? Oui, la suspension de la grève n'empêche pas d'autres personnels de venir bloquer les incinérateurs. C'est ce qui s'est passé ce matin à Issy-les-Moulineaux. Parmi la trentaine de manifestants figuraient des cheminots, des enseignants, des étudiants. Certains portaient des chasubles CGT ou bien FO. Après avoir permis l'accès d'un camion poubelle vers 7h15, les manifestants ont voté le blocage de ce site. À 8h30, ils laissaient passer les camions par tranche de 15-30 minutes, ce qui a ralenti le remplissage de la fosse. Du coup, le seul four qui a redémarré risque de s'éteindre, explique la déléguée syndicale CGT du site. Ici, les Moulineaux, mais pas que. Hein. Il y a aussi une action à Ivry-sur-Seine, le plus gros des 3 incinérateurs au sud-est de Paris. C'est notre réponse à la réquisition, affirme l'un des salariés qui a relayé ce blocage. Quant à l'incinérateur de Saint-Ouen, au nord de la capitale, il n'est plus bloqué, mais il n'est pas en mesure, aux dernières nouvelles, de traiter de nouvelles bennes pour cause de fosses à ordures pleines. Et cette information qui vient de nous parvenir, la réforme des retraites, à propos de la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14 avril. Il est 12h08, Frédéric Ploquin dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Jacky Lemat, le parrain, le showbiz et les politiques, c'est le livre écrit par Frédéric Ploquin avec Christine Imbert, l'épouse, la veuve de Jacky Lemat, Jackie Imbert, aux éditions Plomb. Bon, Frédéric Ploquin, ça me fait plaisir de vous recevoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Frédéric, bonjour. Frédéric, vous travaillez sur la police depuis longtemps et sur le banditisme depuis très longtemps maintenant. Frédéric Ploquin, vous avez écrit un livre, La police, la peur a changé de camp. Est-ce qu'aujourd'hui, policiers et gendarmes ont peur ? Alors, disons que par rapport, il y a 2 choses. Il y a le maintien de l'ordre, il y a le grand banditisme. Dans le maintien de l'ordre, vous voyez bien que les CRS, les gendarmes mobiles, ils sont formés, ils ont, ils sont préparés psychologiquement, mais néanmoins, le type d'armes qu'on leur jette dessus ces jours-ci, effectivement, fait qu'ils sont pas très à l'aise. Je veux dire, mettez-vous à leur place. Je veux dire, vous recevez des boules de plâtre bourrées de longs vis à placo-plâtre à l'intérieur, etc. On va dire, c'est pas. Ils n'ont pas peur, parce que si un CRS ou un gendarme mobile avait peur, ça pourrait tourner à la catastrophe. Mais bon, c'est dur.
Ça, c'est clair. Et alors, du côté du banditisme, il y a une grande évolution entre l'époque de Jackie Lemat et aujourd'hui. Avec Jackie Lemat, on avait quelqu'un qui fréquentait les notables, qui tutoyait les hommes d'affaires, qui avait son appartement à Neuilly-sur-Seine, qui avait pour meilleur ami Alain Delon, quand même, faut le rappeler, pendant 40 ans d'amitié commune. Page 161, on voit Alain Delon, la main sur l'épaule de Jackie Imbert, et Alain Delon et Jackie Lemat, Jackie Imbert déambulant dans les rues de Marseille. Et du coup, ça ne serait absolument pas venu... On imagine aujourd'hui. Non, mais ça viendrait pas. Ça serait pas venu à l'idée de ce genre de personnage, à un moment donné, de défourailler à la Kalachnikov contre une patrouille de police. C'est complètement absurde et contre-productif. Or, c'est ce à quoi, là, je parlais aussi de revenir compléter la réponse sur la peur, c'est ce à quoi doivent faire face les policiers dans certains coins, dans certains quartiers. C'est à une espèce de radicalisation de tous ceux qui sont impliqués dans l'économie souterraine de la drogue. Et plus de règles. Et disons moins de règles. En complètement désinhibés, et vous avez vu un certain nombre de fois dans l'actualité ces dernières années des patrouilles accueillies à coups de Kalachnikov, et puis des méthodes sud-américaines un peu se répandre autour du trafic de cocaïne. Alors, on parle du trafic de cocaïne. D'ailleurs, la consommation de cocaïne progresse en France, donc le trafic progresse. C'est évident. Dites-moi, Frédéric Ploquin, à Marseille ou ailleurs, la police fait face à des trafiquants qui sont prêts à tout, et même à tirer sur la police, évidemment, avec des kalachnikovs. À l'époque de Jackie Lemat, c'était possible qu'à Marseille, on tire sur la police avec une kalachnikov ? Alors non, si vous voulez. Comme moi j'ai reconstitué, là, il y a deux choses dans ce livre. Il y a une histoire d'amour, d'abord, il faut quand même le dire. Oui, une histoire d'amour. On parle de kalachnikov. Il y a une vraie histoire d'amour incroyable. On a une jeune esthéticienne de 30 ans qui vit dans un petit village pas très loin de Marseille, qui rencontre, parce qu'elle a son magasin d'esthétique dans le quartier de l'Opéra, qui est le fief des grands voyous à Marseille, et qui flash sur cet homme, ce vieil homme qui a 40 ans de plus qu'elle, et qui tombe littéralement amoureuse avant de savoir qu'elle a face à elle le plus grand des parrains. Et l'homme qui régente, qui dirige, les destinées du milieu français depuis près de 50 ans. Donc il y a cette histoire d'amour où on a d'un côté donc le parrain vu en cuisine, en train de préparer sa paella, en train d'accueillir le fils qu'il va avoir avec Christine, donc le père, l'homme, on va dire, le père et le mari d'un côté, et puis de l'autre côté, moi effectivement, ça fait 40 ans que je suis ce personnage de près, que je collecte tous des renseignements que je peux obtenir, que je collecte les rapports de la police judiciaire qui peuvent éclairer son parcours, et j'attendais avec impatience, on va dire, son décès, excusez-moi, mais parce que si vous voulez, ça me libérait d'une certaine manière, parce que je pouvais évoquer des affaires criminelles sans doute prescrite, mais en tout cas sans il est décédé dans son lit, je le précise, le 11 novembre 2019. Alors c'est là où c'est un personnage incroyable qui s'appelait Jackie. Bon, il a été surnommé Jackie Lemat. Le matou, c'est un peu... C'est corse. En Corse, oui, c'est ça. Ça dit la détermination, surtout, plus que la folie encore. Mais il était aussi surnommé l'Immortel, parce qu'en 1977, un de ses amis, on va dire, un de ses amis, mais dans le milieu, c'est toujours comme ça, a tenté de l'assassiner. Cet ami, c'était Gaëtan Zampa, et avec deux hommes, à trois. Je veux dire, c'est un peu, le rapport de force était pourtant en leur faveur. À trois, ils l'ont attendu après une partie de belote dans la nuit, au sortir de sa voiture à Cassis. Ils l'ont arrosé de balles, il a pris 22 impacts, et il a survécu. Grâce à des chirurgiens absolument formidables, auxquels on rend hommage d'ailleurs dans ce livre, à des chirurgiens de Marseille. Et cette survie lui a donné une espèce de force et d'énergie absolument colossale. C'est quelqu'un qui était jamais dans l'aigreur, toujours avec une forme de sourire et d'ironie comme ça, mais surtout, ça lui a donné la force à la fois de se venger, parce que c'est quelqu'un qui ne laissait pas passer ce genre de coup. Mais Gaëtan Zampa s'est suicidé dans sa cellule. Alors, il s'est vengé, c'est-à-dire que tous les amis de Gaëtan Zampa, ça fait quand même été exécutés. Une bonne quinzaine de personnes ont été exécutées sur 20 ans. Il n'a pas lâché le morceau. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Les 15 amis principaux de Gaëtan Zampa ont été exécutés. Tous éliminés. Lui, on lui a mis une telle pression. Alors qu'il était incarcéré au Beaumet à Marseille, qu'il sait lui-même qu'il se serait, parce que qu'il se serait suicidé, et les policiers n'étaient pas dans la cellule, qu'il se serait suicidé. Mais dans la prison, il faut imaginer la vie d'enfer qu'ils lui ont mené. Il parlait dans les canalisations pour que ça monte dans sa cellule par le biais des toilettes. Il le menaçait de mort tout le temps, et il est devenu fou. Et donc quelque part, ils l'ont éliminé. En fait, donc tout ça pour dire que c'est quelqu'un
sur les pieds duquel il fallait pas marcher, Jackie Lemat, mais qui en même temps était très respectueux, puisqu'à une époque de sa vie, il a même eu pour maîtresse une baronne de Neuilly qui trompait son mari, agent de change, avec ce grand bandit, et qui lui a présenté d'ailleurs un certain nombre d'hommes d'affaires avec lesquels il a su négocier, entre guillemets. C'est quelqu'un qui manie... C'est un personnage très romanesque, on est bien d'accord, très romanesque, mais qui tuait, qui était inflexible, implacable. Ouais. Qui tuait. Est-ce qu'il a touché au trafic de drogue? C'est quelqu'un qui tuait, certainement pas par plaisir, mais uniquement et exclusivement pour se venger. Je vais raconter une histoire qui va étonner les auditeurs, mais on est dans l'époque, parce que c'est aussi une légende de son siècle, Jackie Lemat. Oui. Au bar des Trois Canards, qui était à Paris, une espèce de bar en 1950-55, où se retrouvaient tous les voyous corso-marseillais. Dans ce bar, qui était au niveau de Pigalle, Jackie Lemat tombe en amitié, on va dire, devient ami avec un ancien commissaire de police de la DST qui a changé de camp et qui, lui, c'est un défroqué, on va dire, et qui a quitté la police après la guerre. Pendant la guerre, il était à Marseille, il a chassé les Allemands, donc il était sorti à la Libération couvert de médailles. Oui. Et là, tout d'un coup, à force d'avoir travaillé avec les voyous pour éliminer les Allemands, il devient ami avec eux. Et Jackie Lemat devient le meilleur ami de cet ancien policier de la DST. C'est vous dire un peu le niveau aussi probablement intellectuel, c'est-à-dire que Jackie Lemat, c'est un fils de notable, c'est pas un fils ingénieur dans l'aéronautique, son père. Il a grandi donc dans une famille toulousaine. Bon, après, il a appris aussi la rue, mais il était capable d'avoir pour ami donc ce Robert Blément, ancien commissaire de police. Et le jour où les frères Guérini, parce qu'à l'époque, il y avait une grosse guerre pour le contrôle des cercles de jeu à Paris. Le jour où les Guérini s'en prennent à la vie de cet ancien commissaire de police et le tuent, là où Jackie Lemat entre en scène, il ne peut pas laisser ça impunis. Donc c'est à ce moment-là qu'il tue. Et là, il va tuer l'un des frères Guérini, et ça va être le début de la déchéance de cette fratrie qui régnait sur Marseille depuis la guerre. Et donc dans les années 60, il l'élimine après. Mais pour se venger, c'est pas c'est pour venger son ami. Oui, c'est pas pour conquérir des territoires. C'est pour absolument pas. C'est vraiment uniquement quand on. Il a quand même touché au trafic de stupéfiants. Alors c'est déjà c'est quelqu'un qui ne se droguait absolument pas. Oui. Jackie Lemat, loin de lui cette idée. Il adorait le très bon champagne. Oui. Quelqu'un qui a très bien vécu toute sa vie, qui a gagné des espèces jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015, il prenait sa dîme sur les cercles de jeu à Paris. Donc il avait un train de vie très aisé jusqu'en 2015. Il disait toujours, je n'ai jamais de liquide sur moi, sauf celui des autres. Absolument, mais en réalité, quand on écoute la vie, ce que raconte Christine, d'ailleurs, qui était son épouse, il montait régulièrement à Paris en voiture pour aller récupérer la dernière enveloppe. Donc, au niveau espèce, il avait ce qu'il fallait, mais il était hyper généreux. Et c'est peut-être un des secrets de sa longévité, c'est-à-dire qu'il invitait, etc. Mais la drogue, parce que c'était la question... Oui. À l'époque de la French Connection, donc au début de la French, dans les années 50-60, on lui prête un rôle, si vous voulez, de parrain déjà. Alors il est très jeune, mais c'est très difficile à l'époque d'échapper à cela, parce que l'héroïne est trafiquée et revendue aux Américains par quasiment tous les voyous marseillais s'y sont mis à l'époque, et corse, parce que c'est une manne financière inouïe, que a priori la police française s'intéressait pas trop au sujet. Ça, c'était le début de la French, avant que Richard Nixon déboule et attrape Pompidou par l'épaule et lui disait: mon petit gars, il va falloir mettre le là, tout ça. Et à ce moment-là, la police française dégomme la French, mais donc il y a un moment où il est là-dedans, mais c'est pas son truc du tout. Lui, son truc, Jackie Lemat, c'est qu'il s'est retrouvé en prison à 20 ans, parce qu'il avait frappé un homme qui s'était mal comporté avec une femme de sa famille. Donc c'était quand même dans un cadre, il l'avait tapé, mais pour... C'était l'amant de sa belle-mère. Voilà, exactement. Là, il se retrouve en prison, il n'a même pas 20 ans, et il se rend compte, il m'a dit ça comme ça, il me dit: voilà, je me suis retrouvé dans cette prison entouré par 600 tatoués gros bras, et je me suis dit, soit il me mange, soit il me bouffe, soit c'est moi qui les mange. Ouais. Et en réalité, il est sorti de cette première courte incarcération de 2 ans, à laquelle il n'était pas destiné, avec l'idée, ma foi, que c'était les voyous qui allaient le nourrir toute sa vie. Donc il a passé sa vie à racketter, on va dire, à tenir le milieu. C'est pour ça que je le présente comme le parrain des parrains. C'était à lui qu'on donnait une part à chaque fois, sur à peu près tout ce qui se faisait.
parce qu'il inspirait la peur et qu'il avait quand même autour de lui des gens assez solides. Alors, on parlait des relations avec les politiques, le showbiz, Alain Delon, d'accord, mais pas que. Et les politiques aussi, il était à Marseille, remarqué à l'époque. C'est vraiment stupéfiant parce que c'est une histoire d'une amitié qui a duré 40 ans, enfin jusqu'à la fin. Et Jackie Le Mat disait, je sais que je peux compter sur lui, que je peux l'appeler. Et je crois que c'était réciproque. Et Alain Delon aussi savait pouvoir compter sur lui. Oui. Après, à partir de là, vous savez, quand vous avez grandi, quand vous êtes entré en banditisme à Marseille, qui est quand même le berceau des liens incestueux entre les malfrats et la classe politique, vous savez y faire. Et là, ça peut passer par un avocat, un avocat député, pourquoi pas. Et là, on le voit effectivement, approcher la sphère politique et se faire... L'avocat député Michel Peuzet. Et puis après, derrière Michel Peuzet, il y a François Mitterrand. Et effectivement, il a approché ces personnages. Et tant et si bien qu'en 1981, en mai 81, après mai 81, et l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée, on raconte que Jackie Le Mat se baladait quand même avec une cocarde bleu, blanc, rouge sur sa Rolls à Paris, aux alentours de l'Élysée. Donc c'est quelqu'un qui a pratiqué l'entrisme de tous les milieux, qui était intelligent, qui était très intelligent, qui était érudit, intelligent, qui lisait énormément. Oui. Et auquel personne n'avait jamais consacré un livre. C'est pour ça qu'il fallait alors le faire. Ce livre, il est formidable parce que, vous le disiez, c'est une histoire d'amour, mais ça retrace une période, une époque, évidemment, qui est révolue aujourd'hui. On ne vit plus du tout dans l'époque, mais c'est passionnant, c'est romanesque à souhait. Alors, justement, j'ai une dernière question à vous poser, mais ça ferait une série formidable, ça. Précisément parce qu'on est à la fois dans l'intime et dans le crime, effectivement, c'est le noyau, le propre des séries. Je dois vous avouer qu'on y réfléchit, on discute. Vous avez raison. Ça viendra, et c'est vrai que Christine Imbert, elle peut porter aussi une part. Mais bien sûr. Ça deviendrait un personnage, parce que elle est aussi elle-même assez romanesque. Mais parce qu'elle a vécu, des moments... En direct, des moments incroyables avec son époux. Elle a vu Jackie Le Mat invitait à la maison. Et ça pouvait être Bernard Tapie, ça pouvait être Robert-Louis Dreyfus, le patron de l'OM, ça pouvait être des politiques, ça pouvait être... Et elle les a vus. Quoique quelquefois il faisait des choses dans son dos et en cachette, probablement. Oui, évidemment. Parce qu'il n'allait pas tout dire. C'était quand même quelqu'un qui cloisonnait un petit peu. Mais donc, oui, effectivement, c'est très... En l'écrivant, je me suis dit ça, c'est très cinématographique, avec ces deux points de vue, ces deux caméras sur le voyou, d'un côté, l'épouse, et puis de l'autre côté, le crime. Merci Frédéric Ploquin, c'est passionnant. Merci avec Christine Imbert, Jackie Le Mat, allez-y, c'est chez Plomb, le parrain, le showbiz et les politiques. Merci, 12h26, Merci. André Berkoff.